Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Un pari un peu fou, qui réveille les esprits, qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas la langue dans leur poche. L'émission de libre expression, sans filtre et fougueuse, à l'image de sa jeunesse militante fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de culture, de divertissement et même de travail de mémoire. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée où l'on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Alors là, les amis, c'est même plus une table. Là, je crois qu'on est sur une bar mitzvah. Il y a plus de gens que chez Léo Benamou en Shabbat. C'est du grand n'importe quoi. Je sais même pas si on va avoir le temps de faire un tour de table pour présenter tous les chroniqueurs autour de la table. Ça fera déjà 55 minutes, on n'a même pas besoin de faire de débat. En tout cas les amis, je suis très excité de cette émission parce que pour une fois vous avez bossé. Même moi. Pas de chat GPT. Alors bien sûr, comme d'habitude, on fera une présentation de tous les chroniqueurs autour de cette table, même ceux qui viennent de loin. On aura une minute coup de gueule qui est présentée par Inono aujourd'hui et elle nous fera un beau retour sur cette belle fête qui est organisée par la gauche, la fête de l'UMA. Une minute dynamite présentée bizarrement par Dina. Là, t'es lourd. Ça y est, ça commence. Sur les menaces d'Al-Qaïda, suite à la Baïa, vaste sujet. On aura bien évidemment un débat sur le harcèlement scolaire et en plus de ça un sujet vraiment d'actualité cette semaine. Une minute mémoire, bien évidemment, présentée par Rachel, qui a décidé de travailler sur sa famille, Alfred Nakache. Une minute culture, présentée par Naomi. Une minute e-sport cette semaine, c'est une nouveauté, parce qu'on a un chroniqueur nouveau autour de cette table, et c'est Nathan qui nous dira tout. Bien évidemment, une minute promo, mais je pense qu'on n'aura même pas le temps de se dire bonsoir. Les amis, je vous propose tout de suite de présenter les nouveaux, et surtout les anciens, parce qu'il y en a, c'est des revenants dans cette émission. Je suis même pas sûr que les auditeurs qui nous écoutent maintenant savent, ont peut-être même reconnu la voix des personnes qui sont autour de cette table. Alors je vous propose les amis qu'on ne soit pas galant, puisque non, toutes les filles ici on les connaît. Alors on va commencer par les messieurs. Nathan, bonsoir, présente-toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bonsoir, Nathan Sperling, je suis étudiant en journalisme, je suis correspondant à la Provence et aussi accessoirement en service civique à la radio et au FSJU. Bravo, ça c'est un beau curriculum vitae, c'est propre, c'est léché, moi j'aime quand on fait des présentations comme ça. On va donner la main à un ancien parce que c'est presque une nouvelle présentation. Alors bonjour à tous, je m'appelle Noé Gila, du coup j'étais en service civique l'année dernière avec ce merveilleux Benjamin Sidbon. Voilà. Je suis avec les membres fondateurs de Radio Jeunesse Juive. Exactement, Jeunesse Marseille, ça veut dire que tu ne te souviens même plus du nom de cette émission, mais c'est pas grave. Le cœur y est en tout cas, et je suis toujours Boguer à la Bonne Dror sur Marseille. Très bien. Est-ce que là on peut considérer que tu viens pour plusieurs émissions ou c'est juste un one shot une fois dans l'année? Non, j'aime bien faire des comebacks de temps en temps et on verra si... On n'aura droit qu'à des comebacks alors. Voilà. Génial. Mais c'est bien quand même. Bien sûr. Monsieur Louzon. Alors attention, les amis. On a un Parisien à cette table. Alors attention, un vrai Parisien, hein, Noémie. Alors, pas tout à fait. Ma mère est marseillaise. Oula. C'est pour ça que j'aime bien venir sur Marseille souvent. Très bien. Et notamment en week-end. Et d'accord. Et l'accueil est bon ? L'accueil est bon, l'accueil est très bon. Et c'est pour ça que je viens et je reviens et je reviens. Et ce mois-ci, je suis déjà venu 3 fois. Et sûrement une 4e fois la semaine prochaine. Waouh. Pour une soirée. Pour faire du babysitting. Exactement. Samuel, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je suis Samuel Louzon, étudiant en droit, en master de droit public à Paris. Et accessoirement, je suis au bureau national de l'UEJF. C'est notamment comme ça que j'ai connu l'UEJF officiel. L'UEJF officiel, exactement. Bien sûr, hein, on se rappelle de ce beau discours qu'avait fait notre ami Léo pendant un merveilleux Shabbat. Alors, Léo ne fait que des beaux discours. C'est vrai. Ne fait que des beaux discours, donc c'est compliqué de savoir de quel beau discours tu parles, puisqu'il ne fait que des beaux discours. C'est beau, c'est beau. Je crois qu'il va te demander de l'argent. Léo, transition parfaite, présente-toi. Écoutez, moi c'est Léo Benamou, anciennement influenceur et aussi jeune chroniqueur à la radio. Ouais. Et je suis président d'honneur de l'UJF Marseille, à qui j'ai donné le trône à Eden Yaïch. Et oui, parce que je suis un roi, parce que Léo veut dire roi, oui, ça veut dire lion.
Aucune culture, bande d'imbéciles. Voilà. Et juste pourquoi ancien influenceur? Tu n'es plus influenceur? Si, Pourtant, je j'ai reçois toujours- toujours les codes promo, moi, chez les coiffeurs. Évidemment, je fidélise toujours ma clientèle. Très bien. Non, et bientôt stand-upper et tout, il y a plein de choses aussi. Carrément. Incroyable. Voilà. Incroyable. On a hâte. On a hâte aussi. Créateur de contenu. Donnez-moi. Naomi, Malka, Benzaki, Dahan, Dupont. On dirait le mec. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Naomi. juste Parle bien dans le Naomi. micro. On n'est pas chez toi. Voguerette Juvenet Akiva Marseille. Ancienne service civique pour ce monsieur au Fonds social juif unifié. Et actuellement infirmière. Voilà. Avec des projets cette année de départ. Si tu veux, un départ en Israël. Bravo. Bonsoir madame, présentez-vous. Bonsoir. Qui êtes-vous? Alors moi je suis Rachel, je suis en 3e année de droit et je suis secrétaire générale de l'UEJF. Très bien. Excusez-moi, Carré. c'est une soirée UEJF ce soir ou on est un peu en minorité là? C'est la semaine prochaine. Très bien, transition parfaite. Donc, non, la minute promo, c'est après. Merci Gina. Ok, donc non, moi c'est Dina Sebaoun. Moi c'est Dina Sebaoun, du coup, ancienne boguerette de la Bonne Dror. Ouais. Et actuellement responsable communication à l'UEJF Marseille. Et ouais, on recrute. Et voilà. Oui. Et du coup, la soirée de la semaine prochaine sera le 28 septembre à la place des Canailles. Et C'est voilà. même pas ce qu'elle a préparé Non, comme parce qu'à la affiche. base, on avait dit aux petites Canailles. Très bien. Madame la présidente, Double diplômée. voilà, c'est ce que j'allais dire. Présente-nous tes doubles diplômes, s'il te plaît. Moi, c'est Eden. Je suis double diplômée en économie et en droit. Je suis secrétaire générale et trésorière de la section Florida. Voilà, toujours par ordre de préférence. Et je suis présidente de l'UEJF Marseille. Très bien, bravo. Et je crois que tu as de la visite cette semaine. Tu es heureuse? Tu peux nous donner un peu ton sentiment? Cache ta joie, Eden. Ouais, parce que tu as l'air d'être très motivée, très en joie. Bah, c'est ça. Je suis très contente. Elle n'était pas au courant. Noémie, bonsoir. Bonsoir, Qui es-tu? Noémie Gage, comme chaque semaine. Et community manager du CRIF Marseille-Provence. Génial, Voilà. bravo, c'est propre, c'est léché. Ouais. On peut l'annoncer à ce micro? Parce qu'on n'est pas 15 autour de cette table, nous sommes 16. Oh le lourd. Quoi? On peut pas le dire? On n'a pas le droit? Bah si, tu peux le dire. Très bien. Alors je vous annonce, chers auditeurs, vous qui entendez cette voix suave, cette voix emballée, mais aussi cette voix énervée quand elle fait ses coups de gueule et qu'elle prend ses positions, bien évidemment toujours en phase avec ce que pense le CRIF et sa présidente Fabienne Bendayan. Et son vice-président. Non, Cette chère personne enfantera dans quelques mois. Mazel tov. Voilà. Merci. Très bien. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait notre tour de table, tout le monde est présenté, même les fœtus. Je pense qu'on peut passer maintenant, après cette présentation qui dure 1000 heures, à la minute coup de gueule. La minute coup de gueule de Nono. Nono, tu as décidé de revenir sur un sujet qui ne te concerne absolument pas, puisque c'est un sujet politique, sur cette belle fête qui est organisée par les partis de gauche, qui sont souvent bien réunis. Plus, hein. Ouais, gauche plus plus, qui est la fête de l'UMA. Alors, nous t'écoutons. Ouais, alors merci du coup Benjamin pour cette belle présentation. Et je vais commencer ce petit coup de gueule en vous donnant la définition exacte de ce qu'est l'humanité selon le petit Robert. Donc l'humanité, c'est un sentiment de bienveillance et de compassion envers autrui, soit tout ce qu'on ne peut retrouver à la fête de l'humanité. C'est pourquoi je préfère la baptiser la fête de la médiocrité. Oui, parce que voyez-vous, quand on est humain, notre souhait est de rapprocher les gens, non pas de les diviser. Mais où est donc passé le sentiment de bienveillance quand on décide d'offrir au BDS un immense stand dont le seul et unique but est de discréditer l'État d'Israël, appelant au boycott des produits israéliens. Enfin, le boycott, c'est quand on veut, car pour prendre une photo avec un iPhone, c'est plutôt pratique quand même. Surtout quand sur notre photo apparaissent des députés de la France insoumise. Car oui, qui dit fête de l'UMA dit extrême gauche et dit surtout LFI. Enfin bref, toujours les mêmes, qui crient à l'apartheid et qui, 2 secondes après, se pavanent bière à la main lors d'un nouveau concert de Medine. La routine, quoi, à croire que la LFI a bel et bien fini de nous étonner. Bravo.
Ah là on s'engage là. Là on a bossé là. Là elle est là. Elle a laissé ses tripes là sur cette table. C'est beau, bravo. Bah je vous propose les amis, même si là on peut plus avoir de transition, la barre est trop haute, de passer tout de suite à la minute dynamite. La minute dynamite. Minute dynamite encore une fois. Hasard. Du hasard, peut-être, Alors, je elle sais porte pas. mon nom, Oui. donc par définition, c'est la mienne, Mais celle du micro d'or. vrai. On peut continuer. Parce que Dina ressemble à une mythe. C'est une blague. Très bien. Super drôle. Dina, tu as décidé de revenir sur, je dirais, l'après-Abaya et les menaces de l'Al-Qaïda. Oui. En France. Donc, je vais vous parler de la menace d'Al-Qaïda. Donc, pour résumer, Al-Qaïda, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau terroriste créé du coup en 1988 par Oussama Ben Laden. Cette organisation terroriste a pour ambition de soumettre le monde, mais principalement les pays occidentaux. Et aujourd'hui, elle est placée au Yémen. Ils sont à l'origine d'attentats nombreux, comme celui de 2001 au World Trade Center, ainsi que celui de Charlie Hebdo perpétré à Paris en 2016. Aujourd'hui, dans un magazine de propagande, ils menacent une ambassade suédoise ainsi qu'un ministère français, pensant que ces pays ont envie de rentrer en guerre contre l'islam. Donc pour rappel, pourquoi la Suède ? C'est parce qu'il y a quelque temps, de nombreux Corans ont malheureusement été brûlés. Et pour la France, de nombreux spécialistes supposent que c'est dû à l'interdiction de la baya dans les écoles. Certains critiquent que la France ne peut même plus faire ses lois pour protéger sa laïcité comme elle l'entend. À mon sens, il ne faut pas être aussi impressionné par Al-Qaïda, ni se victimiser et pleurer sur notre sort. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un attentat sur 2 est déjoué et que nous avons des équipes de spécialistes qui nous protègent tous les jours. Alors oui, il y a une menace qui frappe la France, mais comme tous les ans, il ne faut pas y accorder plus d'importance que nécessaire. In fine, accorder cette importance-là, eh bien, c'est un peu comme douter de nos services secrets et de notre sécurité. Mais pas d'inquiétude, nous ne sommes pas en guerre, nous avons des alliés en béton. Donc s'il vous plaît, on ne court pas à Carrefour demain matin pour aller vider les pâtes et le papier toilette. Merci beaucoup. Bravo. Écoute, ça fait 3 fois que je viens 3 fois d'affilée. Ça fait 3 fois que c'est pas mal. C'est pas mal, Ouais. mais parce que c'est pas ChatGPT, ça vient de sa tête. D'accord. Enfin, sa tête qui a attrapé le bitume, mais bon, ça c'est autre chose. Sacré dynamite. Chers amis, avant qu'on passe au débat, il me semble que Léo Benamou, qui alors n'est pas coutumier du fait, a préparé quelque chose également. Waouh. Nous avons décidé de lui donner la parole. Cher Léo, introduis-nous Merci de ce petit débat. donner sa chance au produit, c'est important. Alors, je vais vous lire un texte qui n'est pas le mien, mais je vais servir d'orateur, et ça va être pas mal, concernant le harcèlement scolaire. Je vous demanderai de bien écouter parce que c'est un texte assez émouvant et je vous dirai après qui est l'auteur. Donc, j'avais 12 ans. Je me rappelle plus comment ça a commencé. En fait, ça a toujours été là. On m'a toujours détesté. Mais c'est pas grave, on s'y fait. Je veux dire, j'aime bien être seul. Puis seul, ça fait moins de gens pour me frapper. J'ai jamais eu d'amis. Enfin si, il y en a parfois qui viennent à la maison, mais c'est secret. Faudrait pas que ça se sache. Sinon, tout s'effondrait. C'est le deal. À la récré, ils font semblant de me haïr. Ils frappent moins fort avec un peu plus de regret. Puis à la maison, ils rigolent pour me consoler. C'est cool, ils sont sympas de penser à moi. Alors je fais mon max pour les aider. Et puis au fond, il y en a que 3 qui m'aiment pas, pour de vrai. Mais ces 3-là, je sais pas pourquoi, ils font la loi dans tout le monde entier. Pour appartenir au gang, il faut porter des marques et mater des pornos. Maman dit que les marques ça sert à rien, elle refuse d'en acheter. Et le porno, je le regarde mais je comprends pas trop l'intérêt. D'ailleurs, papa m'a chopé une fois et il m'a mis une tôle en disant que ce n'était pas de mon âge. Mais il y a personne pour m'expliquer pourquoi c'est pas de mon âge. Pourquoi c'est pas de mon âge de me faire des potes. J'ai 13 ans et je suis terrifié d'aller en cours maintenant. Les moqueries et les bousculades sont devenues plus sévères. Maintenant, c'est toute l'école qui est au courant et qu'il faut me mettre sur la misère. Parfois, on crache quand je passe. Parfois, on me vole mon dessert. Hier, maman m'a fait une scène parce que c'est la 4e boîte à tartines que je perds. Je n'ose pas lui avouer qu'on me l'a cassée. Je connais déjà la chanson. Papa va dire que je suis un homme et qu'il faut que je me batte comme un garçon. À croire qu'il m'a pas bien regardé. À croire qu'il ne connaît pas. Je ne suis pas un homme. Je ne sais pas me battre. Mais qu'est-ce que je suis dans ce cas ? Grand-père dit que je suis pédé. Et quand je demande à table qu'est-ce que c'est, je me fais engueuler. De son côté, maman est plus diplomate, c'est vrai. Elle dit que si on n'aime pas, c'est parce que je fais quelque chose pour le mériter. Mais comme je fais rien depuis des années, je commence à me dire c'est moi le problème et j'ai honte d'exister. Alors j'ai 14 ans. Ils sont 4 dans un couloir et quand on se fait choper, il y a 2 versions de l'histoire. C'est comme ça la démocratie de la récré. C'est la majorité qui frappe et qui vote le condamné. Moi, je n'en parle plus à mes parents et encore moins à la maîtresse. Chaque fois que les adultes essayent d'aider, ils empirent tout puis disparaissent.
J'ai 15 ans. Maintenant, j'ai une psy pour m'écouter. J'ai peur qu'elle répète tout au daron, alors je me tais. J'invente des trucs pour qu'elle me foute de la paix. Hier, par exemple, j'ai dit que mes parents, je les détestais. Et que j'avais qu'une envie, c'est qu'ils meurent et qu'ils disparaissent. Mais c'est pas vrai. Enfin, je crois. J'ai aussi un téléphone que je regrette d'avoir demandé à mon anniversaire. Maintenant, mes soirées, je les passe à guetter les menaces et les commentaires. Maintenant, l'école ne s'arrête plus. Ça vient jusque dans mon lit. Quand mon téléphone vibre, je tremble aussi. Et parfois, faut que je l'admette, ça m'arrive de me faire du mal. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça me soulage. C'est ma manière à moi d'exprimer ma rage. Et comme je veux blesser personne, je fais comme les autres. Je fais sur moi. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai la vingtaine. Et quand j'y pense, ça me chagrine. Et je crois qu'à cet âge-là, moi, j'aurais voulu entendre ces lignes. Alors, tout va bien, tout roule, c'est ok. Mais vous n'êtes pas tout seul, on est plein à avoir la vécu à cet âge-là. On s'en sort très bien, je vous rassure, on reste pas gamin dans toute notre vie. Au bout d'un moment, même les cons trouvent les désoccupations. Vous n'avez aucune honte à avoir, ce n'est pas de votre faute. C'est pas normal de souffrir. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Il y a d'autres lois reloues, mais pas celle-là. Les gens les plus violents sont les plus tristes, il faut se rappeler de ça. Et même... ce qui vous terrifie aujourd'hui seront ceux qui paieront des places pour venir vous voir en spectacle ou à vos événements. Ça, je peux vous le promettre. Alors si vous cherchez une oreille, il existe des numéros gratuits. Le 119 en France. Prenez soin de vous. Alors ça, c'est un texte en fait de Félix Radu qui est passé sur une radio belge et qui est la radio qui s'appelle le RTBF, c'est la première. Voilà. Et ce texte m'a beaucoup touché et du coup, je pense qu'il résume bien un peu le contexte actuel et le harcèlement. Bravo. Texte voilà. Très poignant. Effectivement, alors belle introduction pour notre débat et je vous propose les amis quand même de lancer le jingle. Le débat. Le débat. Harcèlement scolaire. Je pense qu'effectivement le texte que tu as choisi Léo permet vraiment d'introduire, de définir et finalement de poser des mots sur le débat qu'on va avoir de ce soir. Comme on a l'habitude de le faire, je vous propose que déjà on prenne une définition. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Le harcèlement scolaire, dans la loi, c'est les 3 caractéristiques en milieu scolaire. C'est lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition. On parle alors d'harcèlement. En France, entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit entre 6 et 10% d'entre eux. Stade du gouvernement. Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, le téléphone, les réseaux sociaux, le numérique, etc., le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l'école. Comme tu l'as dit Léo, on parle alors de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Pourquoi on parle de ce sujet-là en ce moment ? On a choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité, notamment vu ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Donc un collégien de 14 ans qui a été soupçonné de harcèlement à l'encontre d'une lycéenne transgenre de 15 ans a été interpellé mardi 19 septembre en plein cours dans son établissement d'Harfortville. Les policiers sont rentrés dans la classe et ont menotté le cyberharcèleur et bien évidemment l'ont emmené au poste. Je comprends que ça puisse interroger, mais on a besoin tout à la fois d'autorité et de sérénité, a réagi le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Il a évoqué des messages envoyés par le collégien d'une violence absolue, avec des menaces d'égorgement, des incitations au suicide, etc., qui justifiaient une réaction rapide. Alors, harcèlement scolaire, on a un dernier chiffre, on estime qu'1 à 2 élèves se suicident par mois. C'est glauque, je vous propose pas un débat hyper hilarant ce soir, mais c'est un sujet d'actualité et je voudrais vous faire réagir sur ces sujets-là. Donc première question, qu'est-ce que vous pensez de ce coup d'éclat de Gabriel Attal qui avait dit qu'on allait mettre fin à ce harcèlement scolaire et qui a finalement donné l'ordre à des policiers de venir menotter un lycéen de 14 ans dans sa classe ? Moi personnellement je trouve que il était temps, parce qu'en fait c'est important de le dire, mais à l'époque... lorsque quelqu'un se faisait harceler, c'était celui qui se faisait harceler qui changeait d'école. Et en fait, c'est anormal. Normalement, ce sont vos harceleurs de changer d'école. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Mais au final, en fait, le harcèlement, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, je me fais harceler dans mon école, et je suis sur les réseaux sociaux. Les autres établissements seront au courant que je me fais harceler, et peu importe si je change d'école, et ben ils vont se faire passer le message. Donc aujourd'hui, donc ton identité numérique te suit. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est important de montrer que les harceleurs, ils peuvent être condamnés, même mineurs,
et que ça montre en fait l'importance du danger que ça peut avoir. Et tu as dit les chiffres, ils sont hallucinants. Et là, si on ressente, là, on parle vraiment de l'acte en lui-même. On a menotté un gamin de 14 ans dans une classe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? À mon sens, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien parce que justement, ça montre que la justice se fait, et ça montre l'exemple. Et je pense même qu'il y a des harceleurs qui ont dû avoir peur, en fait. Ouais. Et qui ont dû se dire, bon, en fait, là, maintenant, c'est plus genre le CPE qui me convoque ou la vie scolaire ou peu importe. Là, aujourd'hui, il y a des vrais trucs. C'est-à-dire, c'est la police qui vient parce que c'est des vrais délits. C'est des vrais... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi, totalement. Personnellement, je donne des cours à des enfants. Ouais. Et j'en ai connu 2 qui ont suivi du harcèlement. J'ai vu les conséquences que ça a eu sur eux. Et ma sœur aussi a été victime de harcèlement. Donc je vois que je suis très contente qu'au contraire ça a durci le système. Au moins ça fait peur aux autres, et la vérité, tant mieux. Et ouais, tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez des parents d'élèves qui disent que non, les enfants ils sont traumatisés dans une classe quand la police vient pour mettre des menottes à des gosses, enfin c'est inadmissible, etc. Mais la victime aussi est traumatisée, donc autant montrer une image justement de l'harceleur qui va être puni pour ce qu'il fait. Comme ça la justice commence à se faire un peu en France. Ce serait le bon Donc moment. vous êtes unanime, hein? Tout le monde est ok avec ça. Il faut aller chercher des gamins de 14 ans dans des classes, les menotter juste pour faire exemple. Alors, si je peux me permettre, je sais pas. Parle bien dans le micro. Si je peux me permettre, je sais pas s'il faut aller chercher des gamins de 14 ans dans des écoles pour les mettre en garde à vue, les menotter dans leurs camarades, mais c'est surtout une histoire qui fait écho au suicide d'un collégien, Nicolas, qui a eu lieu au début de l'année, et c'est pour ça qu'on en parle autant. Ouais. Et c'est vrai que, alors, on peut parler de savoir s'il faut aller arrêter des jeunes harceleurs dans les classes, mais je pense qu'il est aussi très important de parler de ceux qui sont harcelés. Et moi, cette histoire, ce contexte me fait surtout penser au cas de Nicolas, alors qui a fait la une de l'actualité, puisqu'en plus c'était la rentrée, donc on pouvait penser qu'il était dans un nouvel établissement avec de nouveaux camarades, donc il allait aller mieux, et pourtant non, ça n'allait pas mieux. Mais en fait, ce cas n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, comme tu l'as dit. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. En plus, on parlera de la lettre du rectorat. Donc là, tout le monde est unanime. Il faut aller chercher des gamins, les menotter dans les classes. Il n'y a rien de choquant. Alors, tu dis gamin, mais tu dis gamin, mais il n'y a pas que des gamins, parce que dans le lui, il a 14 ans. Oui, il a 14 ans, mais en vrai, en soi. pas un gamin, mais attends, t'as pas de micro. Mais Naomi, tu voulais réagir? Oui, je suis d'accord que ça envoie un message fort et que c'est une façon de faire comprendre à tout le monde que voilà, si ça continue, ça peut aller jusque là. Mais je sais pas si aller dans la classe menotter un enfant mineur devant une classe entière, je pense pas que ça soit vraiment la solution. Je pense que aller à l'école, prendre l'enfant à part, sans forcément que ça fasse vraiment genre ça peut faire un traumatisme, dans le sens où c'est quand même quelque chose de fort de menotter un enfant. Oui, il a eu des propos, il a fait des choses graves. Je suis d'accord qu'il faut le punir, et je suis d'accord que c'est pas une mauvaise chose qu'il se soit fait emporter par la police. Mais je pense que ça pourrait être fait d'une manière un peu plus délicate, sachant que c'est un enfant et que lui aussi ça aura des conséquences. Donc on aurait pu l'attendre chez lui, ou soit chez lui, en dehors de l'établissement. Ou soit la police va voir le proviseur et va dire allez chercher l'enfant et on l'emmène. Le proviseur a accompagné les policiers. Hein. Oui, mais il a validé. Dans la classe. Du coup, je trouve que ça peut être traumatisant pour d'autres enfants, même si je suis d'accord que ça. Oui, mais en fait, après, il y aura toujours un débat. Ça veut dire que même si on chope l'enfant dans un couloir où il est seul, on dira, en fait, il a que 14 ans et vous venez à 15 flics pour le prendre. Si c'est dans la classe qu'on lui met les menottes, c'est choquant, alors qu'ils sont sur TikTok, ils regardent des vidéos gore toute la journée depuis qu'ils ont 12 ans. Oui, et après, si on va le choper chez lui, les parents, ils vont dire mais c'est pas normal, on parle d'un enfant de 14 ans, il a rien fait, c'est que des paroles, c'est un enfant. En fait, ça revient, c'est toujours pareil. Et ce sera toujours l'excuse de c'est un enfant, il sait pas ce qu'il dit. Mais tant à 14 ans, il sort je vais t'égorger et compagnie, le mec, il est dangereux, tu sais pas, en vrai, tu sais pas comment il peut réagir. Il se débat ou quoi. Mais surtout, le message que ça renvoie. Non, mais surtout que ça se passe à l'école, donc du coup tu peux l'arrêter qu'à l'école. Et après, deuxièmement, de ce que tu disais, l'harceleur, lui, il se sert de la foule des autres pour l'humilier. Là, c'est une sorte de revers de la médaille, c'est une humiliation pour lui de se faire menotter devant tout le monde, mais c'est aussi et ça s'est passé à l'école, et il y a réparation à l'école, c'est ça que je veux dire. Voilà, on montre qu'il y a une vraie sanction. Alors, et ça montre au monde entier, enfin du moins à la France. Je termine. Excuse-nous. Avec plaisir. C'est pour montrer surtout que en France, pour les autres
élèves qui se permettent ce genre d'atrocité, ça montre que les gars, les keufs, s'ils veulent, ils viennent dans votre classe, ils vous prennent, ils vous menottent, vous avez la honte sur vous, vos amis, vos parents, et qu'il y a des vraies sanctions. Et que c'est pas laissé à l'abandon. Et moi, je trouve ça très très bien. Alors, personnellement, déjà, bon, le harcèlement, le harcèlement à l'école, surtout scolaire, c'est quand même quelque chose d'historique et tout le monde l'a vécu un jour. Je pense que c'est une bonne chose que aujourd'hui les policiers interviennent dans des cas extrêmes. Je pense pas que ce soit nécessaire que ce soit systématique. Je pense que c'est bien pour donner l'exemple une fois, histoire de bien le médiatiser, histoire de bien faire comprendre à ces gens-là à ces enfants que le harcèlement c'est pas quelque chose de cool et pas quelque chose à faire. Mais je pense d'abord qu'il y a un travail derrière de fond à faire avec non seulement les parents, mais aussi à éduquer les enfants quand on est à l'école. La chose la plus importante qu'on doit savoir, c'est que les élèves et puis les enfants, quand ils sont à l'école, ils passent 80% de leur vie jusqu'à leurs 18 ans dans l'enceinte de l'école. Donc il faut savoir aussi les éduquer, et l'école passe par là, donc c'est de l'éducation. Bien sûr. Et donc il faut leur faire comprendre par des masterclass, par des gens qui viennent, par des anciens harcelés, par même des enfants eux-mêmes, que ça puisse les toucher, en fait, des gens qui ont leur âge et qui leur disent, voilà, moi je suis conscient de me faire harceler, je suis conscient de m'être fait harceler, je suis conscient de ce que c'est l'harcèlement, je vais vous expliquer, parce que j'ai votre âge, parce que je le vis, et parce que j'ai envie de vous faire comprendre aussi que ce que vous faites aujourd'hui c'est pas cool, et que pour plus tard aussi, forcément dans votre comportement, on retiendra quand même que le harcèlement c'est pas cool. Non mais oui, voilà. Moi, à mon sens... Alors attendez, juste les amis, peut-être aussi une question personnelle. Est-ce qu'autour de cette table, vous pouvez lever le doigt, pour ceux qui nous regardent, de ceux qui ont été harcelés à l'école? Qui a subi du harcèlement? Là-bas, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rendez compte? 7. Et parce que juive en plus, ok, ça compte double. Motus. Ok, est-ce qu'on peut avoir juste un petit retour rapide sans que vous nous racontiez vos lives parce que les gens s'en foutent? Moi j'ai déjà raconté donc c'est bon. Ok. Moi pareil, c'était parce que je suis juive du coup. C'était dans un lycée public en seconde et j'avais tout le temps des réflexions sur mon identité, donc voilà. Ok. Tout simplement. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est mes parents, beaucoup, et mon entourage. Comme toujours. Oui, mais c'est important de le dire parce que même dans le test que j'ai dit, des fois, quand on en parle aux adultes, ils minimisent la chose et au final, ce sont les parents et les profs qui doivent être les acteurs en fait de cet anti-harcèlement. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de profs ou de parents qui soit qui ne savent pas comment faire ou alors qui ne veulent pas faire et indirectement, ça crée encore plus ce mal-être. Alors que je crois qu'il y a une troisième entité. On n'a pas cité, c'est le rectorat. Oui, mais le rectorat, justement, il était absent pendant un moment. Donc là, on va parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, le suicide de Nicolas. Vous savez que les parents de Nicolas avaient envoyé une lettre au recteur pour lui dire attention, mon fils se fait harceler, etc. Il faut trouver des solutions, plusieurs lettres, etc. Et effectivement, le rectorat leur a répondu en les menaçant de porter plainte. Oui, surtout qu'il a utilisé une loi qui est mal. Voilà, et même le ministre de l'Éducation, qui normalement prend toujours défense de son rectorat, a dit que là c'était la lettre de la honte, celle du recteur. Est-ce que c'est un tabou en France de parler d'harcèlement scolaire? Est-ce qu'on met tout sous le tapis pour un peu cacher ces histoires-là, histoire de pas en parler? Est-ce que parce qu'on a envie de le faire ou est-ce que parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas éduqué, on ne sait pas parler d'harcèlement scolaire? Il y a les deux. À mon sens. Déjà, on n'en entend parler que quand il y a des drames, en fait. On n'entend parler que des morts. Ouais. Donc, c'est horrible à dire, mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, on n'en parlera jamais. Donc, oui, mais moi, je pourquoi? pense qu'il y a un vrai tabou autour du sujet. Parce que c'est un tabou, c'est un sujet oui, tabou. Parce qu'on sait très bien que les proviseurs, les principales et compagnie, c'est un peu... ça leur rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et pourquoi tu en parles, ça fait une mauvaise image à l'établissement. Ça fait une mauvaise image, d'accord. Surtout si c'est un établissement privé, imaginons, ça dénigre l'image, ça permet aux parents de dire de pas mettre leur enfant à cette école-là, etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place une sorte, comme on a une matière d'éducation civique, une matière où c'est 1 heure par semaine, ou je sais pas comment l'établir du rectorat, mais sur le harcèlement, en montrant des vidéos, des documentaires, ce qui dit des témoignages, etc. C'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge et aussi de sensibiliser les profs à comment agir face à des enfants qui se plaignent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette lettre du rectorat? Moi, juste à mon sens, je pense qu'à l'école, c'est pas que c'est un tabou le harcèlement, c'est peut-être qu'on en parle d'une part trop, mais pas assez bien, à mon sens. C'est-à-dire à chaque fois on dit oui, le harcèlement c'est mal, oui, les questions de transidentité, machin. En fait, on cible pas vraiment les vrais problèmes. Par exemple, et ça reste à mon sens,
dans une école privée, je pense que les problèmes ne sont pas les mêmes que dans une école publique. Je m'explique. Dans une école privée, ce sera davantage des problèmes de ah, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça, et trucs, et ci, et ça. Et ça va être plutôt ça, l'idée. Non, mais, ok, je laisse. Et alors que dans des écoles publiques, et ça c'est une vérité, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a beaucoup plus de problèmes avec la violence, avec par exemple, moi je sais que quand j'étais à l'Hort, mais jamais de ma vie j'ai vu 2 personnes se frapper dans un couloir ou quoi que ce soit. C'était plus L'Hort école privée. Oui voilà, l'Hort école privée. C'était plus de l'harcèlement qu'il y avait, mais de l'harcèlement moral, mais moins physique. Et je pense qu'en fait... Quoi, c'est moins grave ? Non, c'est pareil, mais justement c'est de dire que chaque établissement devrait trouver comment les élèves, comment ça s'organise dans l'école, et c'est quels Donc sont les c'est chaque établissement qui doit trouver une stratégie pour combattre le harcèlement. À mon sens, oui. Et d'essayer de trouver les différentes perspectives de l'harcèlement. Non, chaque établissement. Non, parce que pour moi, le harcèlement, quelle que soit la forme qu'il a, est le même. Donc à partir du moment où on comprend qu'il y a un harcèlement, il faut avoir une solution. Alors je suis d'accord, le harcèlement peut prendre une forme différente, sous plein de sujets. Ça, c'est une certitude. Le truc, c'est qu'on doit avoir un espèce d'outil qui nous permette non seulement de le détecter, mais aussi de le traiter. Oui, mais est-ce que toi, tu penses que quand tu... Enfin, je sais pas si t'avais ça, mais quand on te met au début de l'année des vidéos de gens qui parlent, en fait, de leur harcèlement, est-ce que toi, quand tu regardes ces trucs, dans ta classe, est-ce que tout le monde rigolait ou est-ce que tout le monde était là en mode « Ah ouais, c'est hyper sérieux et tout » Alors, c'est pour ça que moi je suis pas fan de ça. Je suis pas fan du tout des intervenants pardon qui font voir des vidéos et qui essayent de faire comprendre l'harcèlement par cet outil-là. Pour moi, le seul moyen de faire comprendre l'harcèlement à quelqu'un d'aussi jeune, c'est de le mettre face à quelqu'un qui a le même âge que lui et qui lui est en train de dire c'est passible de prison, frérot. Oui, mais sauf que donc, comment tu veux faire quand c'est des enfants de 10, 15, enfin, entre 10 et 13 ans qui n'ont pas forcément les capacités oratoires. On l'éduque à parler, justement. Mais en fait, moi je pense que c'est comme quand je suis un peu loin, désolée. C'est comme quand on leur apprend la conjugaison, les maths, enfin c'est des choses qu'on inculque aux enfants. Donc la maîtresse, donc pour la tranche d'âge que tu as dit, elle doit en fait avoir une conversation avec les enfants. Ça doit être en fait un débat animé entre enfants et adultes pour essayer que ça soit inculqué dans leur tête et qu'ils essayent de comprendre en posant des questions. Parce que moi, par exemple, mon frère, ça fait 1 semaine qu'il rentre à la maison et qu'il me dit, il a 7 ans, il me dit on se moque de moi. Il a 7 ans, il a les oreilles un peu décollées, on se moque de moi. Tous les soirs, il me le dit. Je lui dis, mais tu l'as dit à la maîtresse ? Oui, je l'ai dit à la maîtresse, mais elle a dit que si ça continuait, elle irait voir le directeur, mais il se passe rien. Et nous, on se sent impuissant parce qu'on peut rien faire, en fait. On peut juste dire, est-ce que tu as prévenu des adultes ? À la fin, on va aller voir la maîtresse, on va aller voir le directeur, mais est-ce qu'il va y avoir quand même des choses qui sont faites derrière ? C'est ça qu'on demande, en fait. C'est cette action qui a été faite par les policiers de venir récupérer l'enfant qui a harcelé. Ça a envoyé un choc dans le sens où maintenant, les enfants, ils vont pouvoir discuter entre eux dans la cour à dire t'as vu ce qu'il y a eu, il y a un enfant qui s'est fait menotter dans une classe. Donc oui, ils vont avoir ce débat-là entre eux, mais c'est important que la maîtresse ou les professeurs aient aussi ce débat avec les enfants. Alors, transition parfaite, je voudrais vous entendre sur des dispositifs qui ont été mis en place à l'étranger. Alors, notamment en Finlande, on a créé un cours d'empathie. Alors, c'est 3 phases. C'est très bien. C'est des jeux de rôle, une confrontation systématique entre une victime et son agresseur, encadré bien évidemment par un référent, et la diffusion de films ou des jeux vidéo dédiés. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place en France ? Oui, complètement. C'est plus parlant pour les enfants. Parce que moi, je suis pour la vidéo, etc. Parce que malheureusement, regardez, on parle de cyberharcèlement, on met des vidéos de comment on harcèle les gens, ou etc. et tout. Et la vidéo est en fait un outil essentiel pour un enfant parce qu'il va plus être attentif à une vidéo qu'à un discours. Après, à un certain âge, par exemple quand on a 16 ans, 17 ans, là, le fait d'avoir un témoignage, ça n'aura pas le même impact par rapport à des enfants de 10 ans. Donc moi, je suis pour que, sur tout le parcours scolaire, qu'au départ, quand on est enfant, quand tu parles d'un enfant de 7 ans, des vidéos, il faut être un peu opportuniste, il faut les intéresser, et pour les intéresser, il faut s'adapter au format. Donc là, tu t'adaptes au format vidéo, et au fur et à mesure que tu grandis, tu t'adaptes à d'autres formats, qui est le format... On met des cours d'empathie en France ? Non, mais dès le début, moi, à chaque fois, c'est ce que je dis dans cette émission, c'est les cours de MC, en fait. On les exploite pas assez. Éducation morale et civique. Ah, EMC. On les exploite pas assez, c'est-à-dire que on n'explique pas des vraies choses, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, enfin toutes ces choses-là. Et je pense que ce serait fondateur de les inculquer, mais dès la maternelle primaire, et vraiment d'avoir des enfants avec un esprit d'acceptation de l'autre, en fait, dès le début.
Et c'est plutôt ça qui, je pense, limiterait le harcèlement. En Finlande, d'après les chiffres officiels, grâce à ces cours d'empathie, on a réduit de 75% les cas d'harcèlement dans les écoles, ce qui est quand même assez énorme. En Angleterre, on a un professeur qui est référent dans chaque école sur le harcèlement scolaire. Oui. Chaque année, il y a même une semaine entière qui est consacrée au sujet afin de sensibiliser les élèves, etc., de discuter, de faire des témoignages, etc. Est-ce que ça aussi, ce qu'on devrait avoir en France, une semaine dédiée Toi, tu dis non, Nathan ? Non, parce que je pense que le harcèlement, c'est une chose... on en est victime tous les jours. Donc je vois pas pourquoi ça durerait qu'une semaine. C'est quelque chose qui est journalier. Donc il faut que le traitement, entre guillemets, soit journalier. Donc le référent, très bien. Qu'on sensibilise pendant une semaine, c'est une bonne chose, c'est mieux que rien. Mais pour moi, l'harcèlement scolaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument traiter tous les jours et qu'on puisse, en tout cas, en parler tous les jours, librement. Et pour moi, un référent, c'est pas assez, c'est tout. Après, en Angleterre, ils partent quand même avec un cadre scolaire qui est bien différent. Déjà, tout le monde a l'uniforme. Ça, comme elle disait, il y a un harcèlement qui part beaucoup aussi de toi, t'es habillé comme ça, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Et c'est vrai qu'en Angleterre... Surtout à Charenton. Ouais. Oui. Enfin bref. Non, mais c'est vrai que l'uniforme doit faire que déjà le harcèlement est moindre en Angleterre. Et après, c'est vrai aussi que en fait, tout ce qui est appartenance religieuse ou signes religieux et compagnie, en Angleterre, ils s'y sont grave faits. Et donc, ils vivent, on va dire, ils vont à l'école dans une certaine, on va dire, peut-être plus grande harmonie qu'en France. Mais donc déjà, je trouve que ça aide peut-être, l'uniforme peut aider. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que l'uniforme, alors peut-être que ça enlève le type d'harcèlement sur le rapport aux marques, etc. Mais il y a d'autres types d'harcèlement par rapport à une personne qui est gros, qui est mince, etc. Donc je pense pas que c'est la meilleure solution. En plus, on peut parler des trucs actuels, on parle des séries, parlons des séries Netflix. Il y avait une série qui s'appelait Elite, je sais pas, tout le monde l'avait un peu vu. Il y a aussi du harcèlement et c'est pas que sur le, ils ont tous un uniforme, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est, ça enlève un petit harcèlement, mais c'est pas le harcèlement que des vestiments, par le code vestimentaire, c'est beaucoup sur le harcèlement, c'est moral, comme tu disais, et je pense qu'il est plus dangereux le harcèlement moral que le harcèlement physique, parce que le harcèlement physique, ça peut disparaître, alors que moral, non mais c'est des séquelles. Un bleu, un coup, ça disparaît. Mais ok, mais t'as le choc après. Quand je disais disparaît, c'est des traces. Ok, mais d'accord, mais les traces de quand on t'a vu te battre, quand t'as eu mal. Oui, non, mais je te dis que le moral, ça met du temps à disparaître et ça disparaît. Des fois, ça disparaît. Parce que ça peut faire naître des complexes. Tu peux te dire oui, mais pourquoi lui il est comme ci, il est comme ça. C'est une trace aussi. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, l'harcèlement moral laisse une trace dans ton esprit et tu peux y repenser à tout moment. Mais tu peux repenser aussi au fait de t'être fait frapper toute ta vie. Je suis d'accord avec toi, mais ça crée un harcèlement moral. Mais ce que je veux te dire, c'est que lorsqu'on te frappe, tu as un bleu, ça va durer 3 semaines. Il va disparaître, je sais pas, que toi tu oublieras. Oui, c'est un gros bleu. C'est un gros bleu là. Mais 3 semaines, c'est t'es fait tabasser quand même. Non, mais moi je comprends pas ce que tu dis. Parce que non, là, parce que tout à l'heure, elle a fait la comparaison entre le harcèlement moral et le harcèlement physique. Oui. Je lui dis qu'il faut pas négliger les deux et que le harcèlement moral est beaucoup plus violent que le harcèlement physique. Comme les mots sont beaucoup plus violents que les coups. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais pas du tout. Ah si. Mais pas du tout. Mais c'est équivalent. C'est équivalent. Mais non, mais il y a. Mais attendez. Donc vous dites que. Tu peux le tutoyer. Hein. Quoi, non, vous, parce que c'est pas le seul. Mais vous dans cette émission, puisque je viens d'arriver. Je dis pas que les deux sont pas violents. Je dis juste que c'est beaucoup plus violent. Laisse-la développer. Ça veut dire que je dis que quelqu'un qui se fait frapper, ça aura moins d'impact. Non, c'est ça que je viens de dire. J'ai pas dit ça. Si tu ouvres l'oreille, j'ai dit. Oh, je vais la j'ai dit que le harcèlement physique, quelqu'un se fait frapper quotidiennement, etc. Ça va créer en lui un harcèlement moral, tu es d'accord? Oui. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu vas en parler à des gens, etc. Oui. Toi, on va dire, monsieur, il m'a frappé, etc. Tu vas montrer des. Mais dans ta tête, tu te souviendras toujours de ce qui s'est passé. Dans ta tête, mais je parle aux yeux des gens. Je pense que vous n'arriverez jamais à être d'accord. Je vous propose de finir cette discussion plus tard. Moi, je voulais dire un vrai truc. Ça va jamais arriver aux yeux des gens. Dernier dispositif. Aux yeux des autres non plus. Aux États-Unis. Je veux parler. Bah alors, moi aussi. Dernier dispositif aux États-Unis, notamment en Californie, alors ils sont encore plus vifs parce qu'en fait ils convient les harceleurs directement à des réunions d'apparence anodine sur le thème de l'harcèlement avec un groupe d'élèves, mais finalement ils les foutent dedans et ils leur mettent dans des jeux de rôle, machin, etc. Mais finalement l'harceleur, lui, est dans le rôle de l'harceleur ou de la victime.
L'objectif, c'est de placer le harceleur dans un cadre où il pourra prendre conscience qu'il fait subir aux autres tout en écoutant les solutions apportées. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée ? Il faut les cerner, les harceleurs, parce que parfois on les connaît pas. Ouais. Donc il y a un travail de l'école. Et ce qu'on reproche au rectorat, c'est qu'il n'y a pas de travail d'école. Donc il faudrait faire des cours d'empathie, avoir un référent et en même temps faire moi je pense que le meilleur système, c'est le système suédois. C'est finlandais, pardon. Bon, c'est pas ce c'est le meilleur système pour moi. Aujourd'hui, je trouve que s'adapter au format vidéo, etc. Les jeunes sont sur TikTok, mettre en place par le rectorat des TikTok spéciaux sur le harcèlement, mettre en place des... Bah moi je trouve que ça fait too much, c'est tménique de faire ça, si je peux me permettre. Mais tu dois t'adapter. Oui d'accord, mais c'est relou. En fait, c'est ce que vous comprenez pas, c'est que, et c'est ce que je voulais dire, c'est de dire, mais pourquoi dès le début on ferait pas un truc genre à chaque rentrée, pendant la première semaine on est tous d'accord qu'on fout rien, pendant la première semaine faire un truc d'intégration ou même avant de rentrer où tout le monde s'apprend ou s'apprivoise et tout le monde commence à tisser des liens et qui est pas, mais c'est vrai, et qui est pas de trucs de lui se faire harceler, lui truc, vu que tout le monde... Oui, mais tu sais très bien que ça ne fonctionnera jamais. Ça tiendra une semaine et au bout de la deuxième semaine, c'est en fait, tu peux sensibiliser dès le plus jeune âge. Je vais comparer à un autre truc, hein, et je compare pas à ça par rapport. Mais on est tous sensibles on a tous été sensibilisés dès petits à l'histoire de la Shoah. T'es d'accord ? Comment on a été sensibilisés ? On en a parlé, nos parents, les profs. Ensuite, moi, en école primaire, on m'a pas sensibilisé. Hein. Bon, normalement, on te sensibilise, on te raconte l'histoire, etc. Et après, quand tu es dans des écoles juives, des fois, on te montre des documentaires, des reportages, et tu profites aussi quand l'école font venir des témoins, alors s'il existe encore. Donc, tu vois, je pense que c'est possible ce schéma-là. Si nous-mêmes on a été sensibilisés à la Shoah qui a été un crime de l'humanité, mais t'es plus choqué. je suis pour qu'on peut sensibiliser dès le plus jeune âge à des gens sur le harcèlement par des vidéos et ensuite par des témoignages. Pour revenir sur ta comparaison, t'es plus choqué quand tu vas à Auschwitz que quand on te montre un film. Super, je sens que là c'est en train de glisser. Merci non, Dina pour cette super comparaison. Non, mais de faire des mises en scène. J'ai pas Auschwitz, les amis, je vous propose quand j'ai 17 ans. Mais laissez-moi parler, de faire des mises en scène là comme ils ont fait les autres, c'est pas mal. Ouais, mais quand t'as 7 ans. Bon bah laissez-moi. Merci les amis. Je vous propose pour finir ce débat peut-être un exemple précis que toi tu as eu à Eden. Ouais, moi je voudrais vous raconter l'histoire d'une élève du coup que j'ai eue. Oui, rapidement. J'ai commencé à la voir il y a 3 ans et les premiers cours c'était une élève hyper concentrée. Elle tenait des cours de 3 heures sans pause. C'est-à-dire je lui disais mais va faire une pause. Elle me disait non, je fais pas de pause, etc. Et au bout de 1 an et demi, je lui dis bon bah je peux plus te donner cours, et je reviens dans quelques mois. Quelques mois plus tard, je reviens et l'inverse. Elle tenait plus. Au bout de 5 minutes, elle partait n'importe comment. Elle apprenait plus ses cours, elle faisait plus rien. Et un jour, en fait, son frère est allé voir sa mère en lui expliquant mais maman, j'ai vu ma sœur ce midi. Je comprends pas, en fait, il a vu sa sœur qui était totalement seule, en fait. Et sa mère, du coup, s'est posé des questions, etc. Et ils sont allés voir une spécialiste. Et en fait, elle a parlé de son harcèlement. Aujourd'hui, c'est eu comme trouble qu'en fait, elle a un traitement qu'on sait pas combien de temps il va durer. Pour l'instant, il n'y a aucune durée déterminée qui fait qu'elle a perdu tout truc de latence, toute concentration, parce qu'elle avait tellement peur tout le temps qu'en fait elle était tout le temps ailleurs, elle pensait tout le temps après, et en fait aujourd'hui ça a eu des conséquences. On ne sait pas combien de temps ça va la percuter pour le reste de pour sa vie, quoi. Pour faire une transition avec ce que tu viens de dire. Peut-être rappeler que si vous ou l'un de vos proches a des pensées suicidaires, c'est un signal d'alarme qu'il faut prendre très au sérieux. Appelez le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Il y a un professionnel de soins qui sera à votre écoute. La ligne est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien évidemment, l'appel est gratuit et confidentiel. Vous pouvez bien évidemment aussi appeler le SAMU et tous les conseils et les ressources sur le site www.3114.fr. Merci les amis pour ce débat. Je pense que ça nous a quand même foutu un peu la rasera, hein, on va se le dire. Parlons des choses un peu plus gaies. Ce sera pas avec la minute mémoire. Désolé. Super, tu nous vends du rêve toi. Yes. Allez les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute mémoire. La minute mémoire. Minute mémoire préparée par Rachel Nakache qui va nous parler d'Alfred Nakache. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Rachel, nous t'écoutons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alfred Nakache, il est né en 1915 à Constantine dans une famille traditionnelle juive de 11 enfants. Il est un rescapé de la Shoah et de par son parcours sportif exceptionnel,
Il s'est vu attribuer le surnom de nageur d'Auschwitz. En effet, en 1931, il fut champion de natation d'Afrique du Nord. Nakache continue à exceller et participe dans les années 30 au championnat de France de natation à Paris. Lors des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, il fait partie de l'équipe de France de natation et se classe 4e. Malheureusement, à partir de 1943, il est exclu des compétitions en raison de sa judéité. Au mois de novembre de la même année, Alfred Nakache et sa famille sont arrêtés à Toulouse suite à la dénonciation d'un nageur concurrent, puis incarcérés à la prison de Saint-Michel. Le 26 décembre 1943, les Nakache sont transférés à Drancy, où ils vont passer leurs derniers mois ensemble. En janvier 1944, ils sont déportés par le convoi numéro 66 de Drancy à Auschwitz. Malheureusement, sa fille Annie et sa femme Paul y seront gazés dès leur arrivée. Alfred survit, et c'est en hiver 1945 qu'il sera contraint d'évacuer Auschwitz et sera finalement libéré à Buchenwald. Après la fin de la guerre, Alfred Nakache se rétablit et reprend sa passion, la natation. À savoir que quand il a repris la natation, il n'avait que 40 kilos, donc c'est très faible. Il bat le record du monde du relais 3 x 100 mètres en 1946 et en 1948, il participe au premier JO d'été d'après-guerre à Londres. Malheureusement, il décède en 1983 d'une crise cardiaque au cours d'une séance d'entraînement. Alfred Nakache est un peu considéré comme une légende, surtout pour les Constantinois. Ainsi, l'État d'Israël lui a décerné en 1993, donc à titre posthume, le trophée du Grand Exemple au Musée du Sport Juif International. En 2022, Amir Haddad interprète au théâtre son personnage dans la pièce sélectionnée. Par ailleurs, le romancier Pierre Assouline a récemment publié l'ouvrage Le Nageur, plongeant ainsi dans les années noires à travers la figure du très célèbre Alfred Nakache. Donc par ailleurs, le romancier Pierre Assouline a récemment publié l'ouvrage Le Nageur, plongeant ainsi dans les années noires à travers la figure du très célèbre Alfred Nakache. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner l'interview de Pierre Assouline sur le site Academ, afin de connaître un peu plus les intentions de l'auteur sur le roman qu'il a écrit. C'est à ce titre que le FSJU organise le prix Nakache en partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône et du Cercle des nageurs de Marseille. Cette année, il se déroulera le 23 novembre 2023. Pour prétendre au prix Nakache, les candidats devront parcourir une longueur de la piscine olympique en nage libre. Les 2 meilleurs temps proposeront à 4 élèves de leur classe, ne sachant pas ou mal nager, une année de cours collectifs au CNM financée par ce même prix. Bravo! Alors, est-ce que vous savez pourquoi le CNM? Pourquoi le Cercle des nageurs? De Marseille. Ouais, c'est un cercle très privé. Non, parce que Alfred Nakache, avant la guerre, il a gagné en fait un prix, le record du monde de nage là-bas, donc au CNM. Et donc on va faire le prix et en avant-première, on demandera une plaque Alfred Nakache au Cercle des nageurs. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à la Minute Culture. La Minute Culture. Minute Culture sur une série, je crois que tout le monde a vu. J'espère en tout cas, parce que c'est plus que Bernard Tapie, c'est Marseille. Hein? Non, c'est Tapie. Bah, c'est Tapie, mais c'est Marseille. Naomi, nous t'écoutons. Je tiens à préciser qu'il était parisien, Bernard Tapie. Nous couperons cette phrase. Donc la sortie c'est bon, je suis bien là. La sortie de la célèbre série Bernard Tapie sur Netflix. Donc je recommence. Il faut que elle est là pour travailler. Amy, bravo pour le montage. Ok. Donc la sortie de la série Tapie sur Netflix, met un portrait l'homme aux 1000 vies. Bernard Tapie qui alterne régulièrement entre le fond du trou et le sommet. Son objectif est simple, devenir riche et mener une vie de roi, peu importe les moyens. Chanter, faire du commerce, le businessman s'est fait tout seul, mais à quel prix? Il n'hésite pas à magouiller pour obtenir ce qu'il veut, mentir, manipuler ses interlocuteurs ou tout simplement les piéger. Il est assez jouissif de voir la vie que mène Tapie, sans foi ni loi et surtout sans peur. J'ai cru que tu étais en train de me décrire. Donc, si vous aimez binge-watcher sur Netflix, c'est une série passionnante à ne pas manquer, qui est remplie d'intrigues et de rebondissements. D'ailleurs, j'ai décidé de racheter le FSG pour 1 euro symbolique. Oui, tout à fait, bien sûr. Bravo. Qui a vu la série, les amis? Moi, j'ai adoré. T'as vu? Elle est excellente. T'as vu? Personne? Non. Noé? Ouais. Tu veux peut-être intervenir dans cette émission? N'hésite pas. Hein. Excuse-nous, il était dans son salon là, allongé.
C'était très intéressant ce que vous avez dit tous. Tapi, c'est une super série, je conseille. Faut tout regarder d'un coup. Réservez-vous une journée complète. T'as un retour sur les autres minutes qui ont été faites aussi dans l'émission, peut-être? Ah, c'est top. Franchement, je suis très heureux de ce que c'est devenu cette émission. Je pense que ça fait tellement longtemps que t'es pas venu que t'avais oublié que c'était filmé. On te voit depuis tout à l'heure allongé sur ton sofa. Très bien. Effectivement, les amis, Tapi, assez exceptionnel. Moi, ça m'a excité à fond. Moi aussi, je me suis dit tous les jours je vais aller racheter des boîtes à 1 euro. C'est plus le cas maintenant, c'est plus possible. Alors pour avoir un très très bon avocat, je te conseillerais. C'est vrai. Je crois que tu connais. Vous êtes Oui, ok. Très bien. Les amis, je vous propose qu'on passe à 1 minute. Alors Amy va nous adorer parce qu'elle va devoir créer un nouveau jingle. La minute e-sport. La minute e-sport. Nathan. Oui. Nouveau chroniqueur dans cette émission. Tu as une passion qui, je dois dire, est d'actualité. Mais peut-être spéciale, effectivement, pour les jeunes ou même les vieux qui ne connaissent pas. Du coup, je te propose de nous expliquer, peut-être, ce que c'est que le e-sport. Ouais, déjà, quand on m'a dit faire une chronique e-sport, j'étais en mode ok, on va essayer de faire au plus simple. Du coup, j'ai dit on va faire une chronique explicative pour la première. Le e-sport pour les nuls. Ouais, c'est un petit peu ça. L'e-sport, c'est quoi? Alors, l'e-sport, c'est la contraction de l'anglais Electronic Sport, en français, le sport électronique, qui sont des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. Ces compétitions peuvent se faire en ligne ou en physique, réunissant joueurs et public dans une même enceinte. Un stade, un gymnase, une salle des fêtes. Rassemblant donc près de 11 millions d'adeptes en France en 2022 selon la médiamétrie de France eSport, 1,3 million d'internautes dans le sud sont consommateurs ou pratiquants d'e-sport. D'ailleurs, ce soir, vous pourrez suivre dès 18h30 après l'émission, pour la première fois sur Twitch, donc la plateforme de streaming en ligne, un commentateur de jeux vidéo commenter la première journée d'Europa League avec l'ASK contre Liverpool. L'heureux élu est un commentateur du jeu Rocket League, mêlant ballon rond et voiture volante. Il sera accompagné de l'animateur d'RMC et ancien DJ à succès connu, Lému. C'est à suivre donc sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Alors, c'est en ligne, certes, l'e-sport, mais pas seulement. Je l'ai dit, la semaine prochaine, à l'occasion de la foire de Marseille, est organisé le plus grand salon e-sport de la région sud, le salon 100% e-sport. Du 29 septembre au 1er octobre, le Palais des Glaces du Parc Chano verra défiler beaucoup d'adeptes de la manette, puisque 4 compétitions seront jouées lors de ce week-end. Vous pourrez voir des jeux comme FC24, donc le FIFA 2024, Clash Royale, un célèbre jeu mobile, Smash Bros Ultimate, c'est le jeu de combat le plus vendu sur la console Switch, la console de Nintendo, mais aussi du Rocket League, donc le fameux jeu mêlant ballon rond et voiture volante. Au total, pas moins de 16 000 € sont à gagner avec ces 4 compétitions. De quoi donner envie de retater un peu de la manette. Et bravo. Et t'as un jeu à conseiller à Ben, parce que Ben aime bien quand la manette elle vibre, il aime bien. Ce sera pour plus tard. Toi tu joues un peu? T'es un gamer? Alors je joue mais je commente aussi beaucoup. Ouais, surtout. Toi tu commandes toi. Ouais, je commande beaucoup. T'as un petit blaze? Ouais, Goroken. G-O-R-O-K-E-N. J'ai joué ça sur Twitch. Ah, mais c'est la promo. Ça a pris une vraie ampleur. Regarde, même maintenant les joueurs de jeux vidéo. Sur Twitch, il y a eu un des plus gros événements du monde, le GP Explorer, ouais. Avec qui rassemble 20, aujourd'hui 20 ou 30 streamers et youtubeurs de la scène, exactement. Squeezie qui est l'organisateur avec sa boîte, qui a organisé donc au Mans cette année pour la deuxième édition. C'est considéré comme du e-sport? Alors non, c'est considéré comme un événement de streamers et d'influenceurs. L'événement e-sport qui a pété en tout cas cette année et récemment, c'est le KCX, organisé par la Carmine Corp, qui est la deuxième structure e-sport française au monde, créée par Kameto, un streamer. Et ce KCX là est en fait un événement pour rendre hommage à la Carmine Corp, qui est sa structure e-sport, et qui a rassemblé près de 26 000 personnes à l'U Arena à Paris, ce lundi-là, avec plus de 175 000 viewers sur Twitch en différé et près de 500 000 personnes en tout. Mais tiens, un film aussi, même actuellement au cinéma, je sais pas si tu as vu, ça s'appelle Gran Turismo. Où par exemple c'est un grand. C'est une histoire de. Ouais, c'est une histoire. C'est un joueur pro e-sport sur le. Ouais, c'est une success story sportive où en fait c'est un joueur,
à la base de Gran Turismo, de jeux vidéo, qui devient finalement un pilote de course, pilote de F1. Il est pas mal, on va le voir. C'est beau. À conseiller, ouais. Bravo pour cette première Minute e-sport, et en plus de ça, on est content parce que peut-être on va la réitérer. Hein. À grand plaisir. Et voilà. À grand plaisir. Voilà. Les amis, je vous propose de passer immédiatement à la minute promo. La minute promo. Minute promo, les amis, très rapide parce qu'on est full là, hein, on y va. Est-ce que l'UEJF officiel a des informations à nous communiquer? Absolument pas. L'UEJF Marseille, je pense. Ça oui, mais ça c'est des pour après. informations à nous communiquer. Très bien. UEJF Marseille. La présidente, avec beaucoup de joie et d'engouement. Nous, on organise notre soirée de lancement jeudi prochain à la place des Canailles à partir de 21h. Donc le jeudi 28. C'est où la place des Canailles? C'est au Doc à Juliette. Ouais. Et tout comme la semaine dernière, on a la convention nationale qui va se dérouler à Marseille du 10 au 12 novembre. Pas mal. Juste la soirée, c'est combien? 15 € par étudiant. Avec, on a le droit à quoi? Un soft et une boisson alcoolisée. Incroyable, c'est moi qui fais ta promo, je suis obligé de poser des questions. Oh bah ça va, tu te calmes. Le BNE, peut-être une info? Il y a une activité pour Sous-Code qui est organisée pour les enfants, donc repas sous la souka et activité au local. Tu dis quoi? Non, Gina, c'est parce que c'est qu'une souka. Ah, elle vient du Dror. une cabane. Le Dror qui est là ce soir. Le Dror vous convie à son Maranestav du 31 octobre au 5 novembre. Ouais. Donc 5 jours avec la Bonime Dror Paris aussi. Donc c'est toujours un plaisir de voir des Haverim venir à ce Maranestav qui s'annonce incroyable. Incroyable, plus longue intervention de Noé ce soir. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres... Je suis observateur, je vérifie que tout se passe bien, c'est pour ça. Très bien. Je crois que le CRIF Marseille a également une information. Oui, on a une avant-première mardi soir. Incroyable. Le 26 septembre au cinéma Le Prado. C'est l'avant-première du nouveau film d'Alexandre Arcadi. Ouais. Le petit blond de la Casbah. Il y aura Arcadi. Il y aura des acteurs aussi. Qui on peut le dire? Dessus, je crois qu'on a un acteur en commun. Il y aura Rona Hartner. Ouais, ok, on s'en fout. Et l'autre? Je ne te permets pas, c'est une actrice. Et il y aura sûrement Pascal Elbé, voilà. Le parrain de la Tzedaka. Voilà. Moi je connais très bien son fils par contre. Super. Il s'appelle Léo. Donc c'est 12 € par personne. Vous pouvez encore vous inscrire sur les réseaux sociaux du CRIF, vous aurez le lien. Bravo. Sinon vous m'appelez au bureau du CRIF et je vous donne le lien. Oula. Peut-être que beaucoup de personnes t'appelleront après cette émission. Mais sûrement pour t'engueuler. Alors. Et toi, une actualité, Ben, tu l'as pas? Absolument pas. Non, non, je rigole. Non, nous, FSJU, on en a plein. Là, on fait un Welcome Shabbat ouvert dans la cité. Hein, on fait venir plein de monde, plein du beau monde et tout. C'est demain. Bien évidemment, le pape viendra manger couscous avec nous. Mais oui, ça, comme ça sera diffusé dimanche, avec je peux vous le dire. Il y aura Martine Vassal, bien évidemment. Il y aura la région avec, bien évidemment, Monsieur Pernet qui sera présent. Ludo, donc qui on nous est très écoute très là content. maintenant. Et qui nous fait des likes à chaque fois. C'est le sang. La Ludovic, merci pour la place pour le grand podium. C'est pas l'émission de ta Pardon. Les amis, merci infiniment pour cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission, donc bien évidemment en live le dimanche à 17h, en replay sur Spotify, en podcast vidéo, RJM Radio Jeunesse Marseille, sur YouTube et aussi sur bien évidemment en podcast sur la radio. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous faire plein de retours, les petites dédicaces aussi, on adore. Hein, on fait passer des mots. On embrasse bien évidemment tous les parents de ces jeunes autour de la table qui nous envoient des messages. Noëm, on t'aime. On embrasse ta fille aussi, Ben. Ouais, et on embrasse ma fille. Tout à fait. Au moins attendre Et ta femme alors. Et ma femme, il n'y a que moi qui l'embrasse. Alors, merci les amis. Et ta maîtresse? Chut. Pardon, c'est bon. Les amis, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Okay.